Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer et puis vous souhaite déjà la bienvenue à ce nouveau point de presse. Au programme de cette semaine, nous commencerons comme d'habitude avec un point sur les actualités du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous passerons ensuite au focus dédié cette semaine aux réservistes de l'armée de terre et à l'exercice Vulcain. Il sera présenté par le colonel Rémi Rousseau, qui est adjoint au délégué aux réserves de l'armée de terre, et le colonel Philippe Leduc, qui est chef d'état-major de la 4e brigade d'aérocombat. Enfin, comme de coutume, nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires françaises présentées par le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Je débute avec les actualités de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Madame Catherine Vautrin. La ministre, accompagnée de la ministre déléguée Alice Ruffo, était mardi à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une audition sur le projet de loi de finances 2026. Le lendemain, la ministre, accompagnée de la ministre déléguée, était auditionnée par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat sur ce même sujet. La ministre poursuit sur son tour des forces entamé la semaine dernière avec un déplacement aujourd'hui sur la BA 118, base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les unités de l'armée de l'air et de l'espace. La ministre déléguée Alice Ruffo, quant à elle, est aujourd'hui en déplacement dans le département de Gironde. Elle préside ce matin une cérémonie d'hommage aux militaires engagés en opération extérieure sur la place du 11 novembre à Bordeaux. La ministre déléguée poursuivra avec la visite de la maison Athos de Cambes avant de se déplacer cet après-midi auprès du 13e régiment de dragons parachutistes à Martignas-sur-Jalles. Je passe maintenant aux actualités du ministère. Et nous restons en Gironde, sur la base aérienne 120 de Cazaux, où l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées célébrera son 50e anniversaire le 7 novembre. L'escadron Pyrénées est régulièrement déployé en opération au profit du commandement des opérations spéciales et l'unité effectue dans ce cadre des missions d'appui au sol, de contre-terrorisme et de transport tactique, en complément de sa mission permanente de recherche et de sauvetage au combat. Dans l'Hexagone, l'escadron vient en aide également aux populations civiles, ou aux militaires évidemment, en intervenant lors de sauvetage. Pour accomplir ces missions, l'unité met en œuvre des hélicoptères Caracal, dotés d'une allonge et d'une autonomie importante grâce à leur capacité de ravitaillement en vol. L'escadron d'hélicoptères 167 est actuellement la seule unité en Europe à disposer de cette capacité sur hélicoptère. Passons à la préparation opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace. La brigade aérienne d'assaut et de projection organise l'exercice Taranis 2025, qui se déroulera à partir du 10 novembre sur la base aérienne 123 d'Orléans et 115 d'Orange. Cet exercice de transport aérien militaire inédit a pour objectif de renforcer l'expertise tactique des participants dans un contexte de haute intensité. Taranis 2025 impliquera de nombreux acteurs interarmés du transport aérien. L'exercice renforcera l'interopérabilité, la combativité et la résilience des unités participantes et permettra à leurs équipages d'accéder aux plus hautes qualifications tactiques reconnues par l'OTAN. L'année 2025 marque les 80 ans du transport aérien militaire, acteur stratégique garant de la réactivité de nos forces armées. À cette occasion, Taranis 2025 s'achèvera le 27 novembre par une cérémonie militaire, place de l'Étoile à Paris. Allons maintenant dans le Pacifique Sud, où la France s'implique dans la sécurité régionale. Elle participe ainsi à la 10e édition du South Pacific Defense Ministers Meeting, la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, qui s'achève demain à Valparaiso, au Chili. Nation souveraine du Pacifique, la France participe à ce forum pour échanger avec les autres États de la région et renforcer la coopération face aux défis sécuritaires communs. La France est représentée par une délégation menée par le général Éric Pelletier, directeur général par intérim de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la DGRIS. Au programme des échanges, la sûreté maritime,
les opérations humanitaires ou encore les effets du changement climatique. Je poursuis par l'annonce du lancement par le ministère des Armées et des Anciens Combattants de la 2e édition de son prix dédié à la création musicale. Créé en 2024, ce concours récompense l'écriture d'une partition de musique originale destinée à être interprétée en accompagnement du cérémonial militaire. À travers ce prix, l'objectif est de promouvoir les talents artistiques issus de milieux militaires ou de la société civile et d'enrichir le répertoire musical des armées. Pour cette nouvelle édition, l'œuvre présentée devra s'inspirer de l'univers de la Marine nationale qui célébrera en 2026 son 400e anniversaire. Une cérémonie de remise des prix sera organisée en juin 2026 et l'œuvre primée sera interprétée par une formation musicale militaire. Vous pouvez retrouver toutes les informations du concours sur le site Mémoire des Hommes. Du côté de l'armée de terre, du 13 au 22 octobre, le 3e régiment d'artillerie de marine a mené à Cangers une campagne de tir sur plusieurs jours avec le mortier embarqué pour l'appui au contact, connu sous le nom de MEPAC. Appuyé par la section technique de l'armée de terre, il s'agissait de la première mise en œuvre opérationnelle du MEPAC réalisée par un régiment de l'armée de terre. Issu du programme Scorpion, le MEPAC est un mortier de 120 mm monté sur un véhicule blindé Griffon. Il constitue une avancée majeure par rapport au mortier tracté en offrant une mise en batterie rapide, une meilleure protection des servants et une mobilité accrue. Je vous propose maintenant d'en découvrir les images. Le chargement du mortier que vous voyez à l'écran, autrefois était effectué à la main. C'est quand même un sacré progrès. Pour ceux qui en ont porté des obus de mortier, voilà. Je conclus ces actualités avec un exercice de l'armée de terre qui mobilise les forces d'actifs et la réserve. À partir d'aujourd'hui, l'exercice Drogon mobilise plus de 500 soldats d'actifs et de réserve de la 9e brigade d'infanterie de marine en Maine-et-Loire et en Indre-et-Loire. L'exercice divisé en 3 phases entraîne de manière réaliste les unités de réserve de la brigade à la défense opérationnelle du territoire. La cérémonie de clôture de l'exercice, le 30 octobre, officialisera également la création du bataillon de réserve opérationnelle de la 9e brigade d'infanterie de marine. Issus de la réorganisation de la réserve opérationnelle de l'armée de terre, les bataillons de réserve opérationnelle renforcent les capacités de la réserve et les compétences des réservistes, tout en contribuant à la cohésion nationale dans les territoires. Ceci conclut les actualités du ministère. Est-ce que vous avez des questions? En salle d'abord. En audio. Bien, je passe donc au focus thématique. Je vous propose donc de suivre ce sujet qui sera consacré à la réserve opérationnelle de l'armée de terre, qui, outre l'exercice Drogon, dont je viens de vous parler, sera mobilisé dans le cadre de l'exercice Vulcain à partir du 25 octobre. L'évolution de la menace confirme l'importance de la réserve opérationnelle pour la sécurité nationale. La loi de programmation militaire 2024-2030 ambitionne en conséquence une réserve plus nombreuse et toujours mieux entraînée. Ces effectifs doivent être portés à 80 000 en 2030, puis 105 000 au plus tard en 2035. Pour atteindre l'objectif, y compris en Outre-mer, d'un réserviste pour 2 militaires d'active. Les réservistes renforcent les capacités des forces d'active dans l'accomplissement de leurs missions, telles la protection du territoire national, les opérations extérieures, mais également le travail en état-major. Issus de la société civile, les réservistes sont également un trait d'union entre les armées et ceux qu'elles protègent, contribuant ainsi à la cohésion nationale. C'est bien le sens de l'exercice Vulcain, entraînement d'ampleur inédite qui mobilisera près de 800 réservistes à partir du 25 octobre. Mais je n'en dis pas plus et cède maintenant la parole au colonel Rémi Rousseau, adjoint au délégué des réserves de l'armée de terre, et Philippe Leduc, chef d'état-major de la 4e brigade d'aérocombat, afin qu'il vous présente plus en détail l'organisation de la réserve opérationnelle de l'armée de terre et sa mise en œuvre au travers de l'exercice Vulcain. Mon colonel.
Merci, mon général. Qu'est-ce que la réserve? Qu'est-ce qu'un réserviste? Devenir réserviste, c'est faire le choix de consacrer une partie de son temps à la défense de la France sans faire des armes la seule profession. Tout Français peut s'engager dans la réserve opérationnelle à partir de 17 ans et se former et s'entraîner au métier des armes ou mettre à disposition des armées ses compétences ou son envie d'engagement. La montée en puissance de la réserve opérationnelle de l'armée de terre s'inscrit totalement dans le plan armée de terre de combat qui vise à lui permettre de faire face à la multiplicité des menaces potentielles. La réserve de l'armée de terre, forte de presque 29 000 réservistes aujourd'hui, est une réserve pleinement intégrée qui apporte à l'armée de terre masse, compétences, afin de lui permettre de remplir son contrat opérationnel. Alors tout d'abord, pourquoi une réserve? À l'évolution du contexte stratégique qui a marqué l'emploi de l'armée de terre depuis 40 ans, la guerre froide, l'engagement massif en opérations extérieures, les attentats et le terrorisme sur le territoire national depuis 2015-2016, répond une évolution de la réserve opérationnelle. Pendant la guerre froide, nous avions une réserve de masse avec des régiments dérivés des régiments d'actifs s'appuyant sur les anciens du service national. Pendant la période d'engagement en opération extérieure, nous avions une réserve de complément. Et depuis la vague d'attentats 2015-2016, nous avons une réserve d'emploi engagée en opération sur le territoire national. Pour l'armée de terre, la réserve constitue un démultiplicateur de force qui lui apporte d'une part de la masse et d'autre part des compétences. Elle nous permet tout d'abord de mieux protéger et mieux appuyer les Français, par exemple pendant les catastrophes naturelles. Elle nous permet ensuite de mieux agir, de mieux nous engager en opération, y compris sur le territoire national. Elle nous permet de mieux innover et de mieux nous adapter aux conflits futurs grâce aux expertises rares et duales que nous apportent ces réservistes. Et enfin, elle nous permet de mieux être et durer en participant d'une part à la résilience de la nation et ensuite en participant au renforcement de la cohésion nationale. Churchill disait « Être réserviste, c'est être 2 fois citoyen ». Donc, la loi de programmation militaire 2024-2030 vise à doubler les effectifs de réserve et pour l'armée de terre de passer à 48 000 réservistes. Des réservistes qui seront intégrés à nos unités, aptes à être engagés en opération prioritairement sur le territoire national. Alors, que fait la réserve de l'armée de terre? On vous a parlé d'exercice. L'emploi de la réserve opérationnelle se conçoit dans un modèle hybride combinant à la fois active et réserve. Il s'organise autour de 3 viviers de réservistes. Tout d'abord, des compléments individuels qui nous apportent leurs compétences dans des états-majors ou des formations organiques, par exemple dans des écoles de formation, ou dans des états-majors opérationnels de haut niveau, niveau corps d'armée ou niveau divisionnaire. Ces réservistes constituent une réelle richesse par les expertises et les compétences qu'ils peuvent nous apporter dans divers domaines. Ça peut être de la logistique, du numérique, du cyber, de l'appui juridique. Deuxième vivier, des compléments individuels ou des unités constituées au sein de nos brigades de combat, en appui, en complément ou en régénération de l'active. Ces réservistes nous permettent de remplir les missions confiées, y compris en opération. Et enfin, troisième vivier, des compléments individuels ou des unités constituées employées sur le territoire national pour des missions d'appui à la population dans le cadre de catastrophes naturelles, des missions de protection en appui des forces de sécurité intérieure comme l'opération Sentinelle, la protection d'installations militaires ou, le cas échéant, dans le cadre d'un dispositif de défense opérationnelle du territoire. Chaque brigade génère un bataillon de réserve dédié à la protection du territoire national. Et nous expérimentons parallèlement une formation aux ordres d'un officier général de zone de défense et de sécurité. Il s'agit du 24e régiment d'infanterie de Versailles, sous la tutelle du général gouverneur militaire de Paris. En outre, nous valorisons les expertises de nos réservistes avec des bataillons spécialisés dans la logistique, dans le domaine du cyber ou du renseignement.
L'intégration des réservistes se manifeste par l'hybridation des réservistes dans des unités d'actifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de compléments individuels dans des états-majors opérationnels, mais nous avons aussi des cellules au sein d'unités d'actifs. Par exemple, nous avons des pièces de réservistes dans des sections de tir de l'artillerie. Par exemple, le 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes a des pièces de réservistes au sein de ces sections, et ces pièces sont tirées au mortier de 120 au camp régimentaire du 35e RAP à Caen-Juers au début du mois. Donc, nous avons de nombreuses initiatives dans nos régiments qui permettent la transformation des unités, l'adaptation aux conflits modernes, la fidélisation de nos réservistes et leur montée en compétences, puisqu'ils sont intégrés aux unités d'actifs. La réserve de l'armée de terre est donc une réserve employée, en moyenne 35 jours d'activité par an par réserviste. Par exemple, sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, 15% des terriens engagés étaient des réservistes. Et sur l'année 2025, au moment où je vous parle, nous avons en moyenne 110 réservistes engagés dans l'opération Sentinelle par jour. L'emploi de la réserve nous est permis par une hausse régulière des ressources dédiées à l'activité de la réserve opérationnelle. Enfin, qui sont nos réservistes? Au 30 septembre, ils étaient 28 861, ce qui est au-delà de la cible qui nous est fixée pour 2025, ce qui veut dire que pour l'instant, nous n'avons pas de difficulté pour recruter des réservistes. Leur âge moyen est de 37 ans, 45% ont moins de 30 ans, 59% ont une activité professionnelle, 34% sont des étudiants et nous avons globalement 40% d'anciens militaires. 20% de nos réservistes sont des femmes et nous avons 1400 réservistes opérationnels outre-mer. Pour finir, quels sont les enjeux qui attendent l'armée de terre dans les années à venir? Il va tout d'abord nous falloir garder le rythme de recrutement avec cette augmentation des effectifs jusqu'à 48 000 en simplifiant nos processus. Nous avons par exemple déjà simplifié les conditions d'aptitude médicale pour rejoindre la réserve en fonction de la cohérence avec l'emploi occupé. Nous allons faire un effort pour mieux partager, mieux communiquer sur nos besoins et nos offres. Pour cela, nous nous appuyons sur le système d'information ROC, réserviste opérationnel connecté, qui est un peu le Parcoursup du réserviste et dont la version qui sera livrée au mois de novembre sera consacrée au module du recrutement. Autre enjeu, fidéliser nos réservistes et surtout les jeunes actifs, les trentenaires qui, après avoir pu consacrer du temps à la réserve, rentrent dans la vie professionnelle et ont peut-être moins de temps pour les activités de réserve. Le but est de leur offrir une plus grande lisibilité sur les activités de réserve, d'individualiser leur déroulement de parcours de carrière de façon à ce qu'ils voient comment ils peuvent dérouler une carrière dans la réserve, et un emploi et une activité réfléchis selon des besoins opérationnels concordants avec leur vie professionnelle ou personnelle. Donc enfin, comme le disait le général Winkel, la montée en puissance de la réserve opérationnelle de l'armée de terre est incarnée par des activités de nos bataillons de réserve au sein de nos brigades de combat. Cette semaine, c'est globalement 2000 réservistes qui seront engagés dans différents exercices, avec la 7e brigade blindée dans le Jura, la 27e brigade d'infanterie de montagne dans les Alpes. On vient de vous parler de la 9e brigade d'infanterie de marine dans la région de Saumur. Et enfin, la 4e brigade aérocombat avec l'exercice Vulcain que va vous présenter maintenant le colonel Leduc. Mon général, mesdames et messieurs, donc je suis le colonel Philippe Leduc, chef d'état-major de la 4e brigade d'aérocombat, qui est une grande unité qui regroupe la vaste majorité des hélicoptères en service dans l'armée de terre. L'exercice que je vais vous présenter s'intitule Vulcain. Il résume à lui seul ce nom de baptême, l'objectif essentiel de cet exercice qui est de forger. Vulcain était le forgeron des armes des dieux du panthéon romain. Notre Vulcain va forger la capacité opérationnelle de nos réservistes propres à la brigade, mais également de nombreuses unités qui participent à cet exercice pour monter en gamme. La diapositive suivante, s'il vous plaît. L'exercice Vulcain se déroulera du 25 au 31 octobre de cette année. Il a été organisé et sera conduit par l'état-major tactique de réserve 41,
qui est une partie intégrante, comme vous l'a expliqué le colonel Rousseau précédemment, de l'état-major de la 4e brigade d'aérocombat qui est stationnée à Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un exercice d'envergure organisé en terrain libre, c'est-à-dire hors des camps militaires, dans le département de la Haute-Loire, au profit d'unités de réserve de l'ensemble de l'armée de terre. Ces dernières pourront bénéficier d'un appui interarmes et mettre en œuvre des savoir-faire spécifiques, favorisant notamment l'hybridation entre personnel d'active et de réserve. Enfin, Vulcain s'inscrit dans le cadre plus général du plan Ambition Réserve 2020-2030 qui a été évoqué précédemment, et de défense opérationnelle du territoire, impliquant un travail conjoint avec la zone de défense et de sécurité sud-est de Lyon, les délégations militaires départementales des départements de la Haute-Loire et de Puy-de-Dôme, et enfin, évidemment, la chaîne de sécurité intérieure du département de la Haute-Loire. L'objectif premier de cet exercice est d'abord d'assurer l'entraînement de l'état-major tactique de réserve 41, qui conduira à la manœuvre après l'avoir conçue, mais également l'entraînement à la défense opérationnelle du territoire des unités de réservistes engagées en restitution des missions du combat terrestre. Ce sont les missions communes à l'ensemble des unités de l'armée de terre, quel que soit leur statut d'active ou de réserve ou leur arme d'appartenance, ainsi qu'au dispositif de contrôle de zone et également les éléments qui seront engagés en force adverse, c'est-à-dire l'ennemi d'exercice. Les niveaux tactiques, techniques et les forces morales de nos réservistes seront ainsi renforcés avec un effort sur la rusticité et l'endurance induite par un terrain difficile et cette période automnale. Enfin, l'exercice Vulcain est volontairement organisé dans ce qu'on appelle un désert militaire, c'est-à-dire que le département de la Haute-Loire ne compte plus d'unités des armées stationnées en permanence depuis la fin de la conscription et vise à assurer le rayonnement de l'armée de terre et à renforcer le lien armée-nation dans les territoires ruraux dans lesquels il se déroulera. Le thème tactique de cet exercice s'articule autour d'actions de déstabilisation qui sont conduites par des éléments de forces spéciales engagés sur notre territoire national par une puissance étrangère hostile et qui nécessitent, pour y remédier, au recours aux forces armées qui sont capables d'y faire face. Les unités déployées auront donc pour mission de contrôler une zone de terrain accidentée entre Brioude, qui est au cœur de la zone d'exercice, et la préfecture du département, qui est le Puy-en-Velay, afin de déceler toute présence adverse, en coordination bien évidemment avec le maillage territorial permanent des forces de sécurité intérieure. Renforcées de moyens spécifiques non détenus par la réserve, les compagnies engagées pourront bénéficier d'appuis interarmes dans leur mission et mettre en œuvre des savoir-faire spécifiques favorisant l'hybridation active-réserve. Cette hybridation sera également mise en œuvre au sein des unités de réservistes afin de compléter les formats engagés, de renforcer rapidement, par capillarité, le niveau de capacité opérationnelle de la réserve et de favoriser enfin la cohésion des deux catégories. Ce thème tactique permettra la mise en œuvre de la totalité des missions du combat terrestre par l'EMT 41 et les unités engagées, et ce qui permettra en fin de dispositif une pleine certification de la capacité opérationnelle des unités. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme je l'ai mentionné, l'exercice Vulcain est un exercice d'envergure. Il a été conçu et sera conduit par l'état-major tactique de réserve 41 et il verra l'engagement d'approximativement 1 millier d'hommes, 80 véhicules, 3 hélicoptères et 5 drones, essentiellement des réservistes, mais pas uniquement, puisqu'ils représenteront à peu près 80% de l'effectif engagé, bien évidemment complétés par du personnel d'active. Ils seront engagés au sein d'un groupement tactique de niveau régimentaire, réparti entre un PC de niveau régimentaire, 6 compagnies de combat terrestre et une force adverse, l'ennemi, de niveau compagnie. Enfin, Vulcain sera conduit sur une vaste portion du département de la Haute-Loire, 114 communes seront traversées, constituée depuis plusieurs années en zone de manœuvre permanente, favorisant l'entraînement en terrain libre des unités de l'armée de terre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Vulcain regroupera des réservistes provenant en total de 19 formations différentes de l'armée de terre, renforcées par des moyens spécialisés mis en œuvre par du personnel d'active,
des drones du 61e régiment d'artillerie de Chaumont et des hélicoptères de manœuvre et de reconnaissance du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg, ou de réserve, moyen de franchissement notamment, engagé par une unité de réserve spécialisée du 6e régiment de génie d'Angers, ancrant cet exercice dans une dimension résolument interarmée hybride entre personnel d'active et de réserve. Comme vous pouvez le voir représenté sur le tableau présentant ces unités, bien évidemment au cœur de cet exercice, la 4e brigade d'aérocombat, avec son EMTR 41 qui a conçu et qui va conduire cet exercice, et évidemment une participation des unités de réserve de l'ensemble de ces régiments subordonnés, 1er, 3e, 5e RHC et 9e régiment de soutien aéromobile. C'est cette verticale de PC et d'unités de réserve constitue en fait l'embryon du futur 4e bataillon de chasseurs à pied qui sera l'unité de réserve de la 4e BAC qui est en cours de création. Autour de ce noyau clé viennent se greffer des unités en provenance de la quasi-totalité des grands commandements de l'armée de terre, mais également de la quasi-totalité des différentes zones de défense, avec des participations qui sont soit d'unités de réserve pure, soit des unités, des renforts d'actifs. J'ai mentionné les drones du 61e régiment d'artillerie et comme déjà mentionné, des capacités parfois spécialisées, notamment en provenant du 6e régiment de génie. Enfin, cet exercice Vulcain s'inscrit, comme je l'ai mentionné, dans son thème tactique, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, c'est-à-dire que, outre l'engagement de l'EMTR 41, il a vu un travail conjoint avec l'état-major de zone de défense et de sécurité sud-est de Lyon, ainsi que les DMD des départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, et bien évidemment avec le dispositif de sécurité intérieure du département de la Haute-Loire. Ceci conclut mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour, mon colonel Pierre-Julien, en vue Aerospace du patrimoine. Vous nous dites à partir de 17 ans, jusqu'à quel âge peut-on être réserviste opérationnel? Première question. Oui. Deuxième question. Vos réservistes actuels sont, puisque le service national a été suspendu, plus de conscription, donc ce sont quoi? Principalement des anciens militaires qui ont eu leur contrat, qui leur ont fait donc apprendre et apprécier les armées, et notamment l'armée de terre, et qui reviennent vers vous. Et troisième question rapide, le fait qu'il n'y ait plus d'opérations extérieures, n'est-ce pas un frein pour une volonté de s'engager, entre guillemets, comme on disait à l'époque, voire du pays? Bien, merci monsieur pour vos différentes questions. Tout d'abord, la limite d'âge. La loi de programmation militaire actuelle, lorsqu'elle a été votée, a repoussé la limite d'âge pour servir dans la réserve jusqu'à 72 ans. Avant, ça correspondait aux limites d'âge des grades de l'active. Pour la réserve, ça a été repoussé à 72 ans pour une raison simple, parce que les réservistes, comme je vous l'ai dit, nous apportent des expertises. Et donc, on capitalise sur l'apport possible d'experts avec des gens qui ont une expérience professionnelle, des compétences et qui auraient le temps de servir dans une espèce de deuxième partie de carrière. Donc ça vise surtout des experts bien précis, notamment dans le service de santé des armées, par exemple. Deuxième question sur l'origine de nos réservistes. Comme je vous l'ai dit au départ, la réserve s'appuyait au moment de la guerre froide ou de la fin de la guerre froide sur une réserve de masse composée d'anciens appelés rappelables. Donc on avait effectivement une masse d'anciens appelés qui avaient fait leur service militaire et qui avaient continué leur carrière dans la réserve opérationnelle. Nécessairement, l'âge aidant, cette population disparaît progressivement de nos rangs. Je vous l'ai dit, on a globalement 40% d'anciens militaires d'actifs qui basculent dans la réserve. Mais on a également des jeunes qui s'engagent et des moins jeunes. On a des volontaires plus mûrs qui cherchent à s'engager pour servir. Et ça, j'en viens donc à votre troisième question. Plus d'OPEX, mais en fait, le réserviste veut servir.
d'une manière ou d'une autre. Il veut participer à la protection du territoire national. Il veut apporter ses compétences pour servir la France. La DRHAT, la Direction des ressources humaines de l'armée de terre, a fait en 2024 un sondage qui disait globalement les Français, les jeunes Français veulent servir leur pays, être utiles, et ce sont les motivations premières qui les guident. Question. Bonjour, Pascal Saint-Mamin, journaliste indépendant. Juste une question, vous parlez des réservistes et de l'armée, mais il y a aussi l'entreprise pour les salariés. Est-ce qu'il y a des accords d'entreprise? Un réserviste, c'est 35 jours par an, vous disiez. Je crois qu'il n'y a que 10 jours non opposables par l'entreprise. Est-ce que vous réfléchissez à des accords d'entreprise pour améliorer justement le départ en opération des réservistes qui travaillent? Alors non seulement on y réfléchit, mais on les met en œuvre. On a bien identifié que le réserviste est quelqu'un qui a 3 vies en fait. Il a une vie professionnelle, une vie personnelle et une carrière militaire en parallèle. Ce partenariat avec les entreprises se manifeste via le secrétariat général de la Garde nationale qui fédère les réserves du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées et qui passe des conventions avec des entreprises ou des employeurs publics ou privés. Il y a actuellement 1400 entreprises françaises qui ont signé des conventions de la Garde nationale pour permettre, pour faciliter l'engagement dans la réserve de leurs salariés. Les conventions sont individualisées par entreprise. C'est-à-dire que certaines entreprises peuvent garantir 10 jours de temps à consacrer à la réserve jusqu'à 20, 30, 40 jours en maintenant la rémunération. La moyenne des jours offerts par les entreprises à leurs salariés pour faire de la réserve est de 17 par an. Sur ce sujet, je vous invite à vous rapprocher du secrétaire général de la Garde nationale qui a organisé la semaine dernière sa journée, la journée de la Garde nationale. Et à cette occasion, plusieurs conventions ont été signées d'ailleurs. Voilà. Autre question? Oui, bonjour mon colonel. Éric Biégala, Radio France. Petite question sur les modalités d'entrée dans la réserve, notamment pour les plus jeunes et effectivement cette génération qui n'a pas fait de service militaire et donc qui a une notion très limitée, on va dire, du métier des armes. Il faut commencer, j'imagine, par une formation. Voilà. Moi qui ai fait un service militaire, je me souviens qu'on avait un mois de formation, de classe, comme on disait à l'époque. Comment est-ce que vous organisez ça pour des gens dont, effectivement, en moyenne, ils sont sous les drapeaux, on va dire, que 35 jours par an? Mais en fait, c'est une formation continue. Le réserviste, quand il rejoint son unité, il a déjà une période de formation générale initiale de réserviste d'une quinzaine de jours où il apprend les savoir-faire, savoir-être du militaire et quelques savoir-faire fondamentaux sur le tir et les savoir-faire tactiques de base. Et ensuite, au gré de ses convocations, il a des activités de préparation opérationnelle qui viennent compléter ces savoir-faire. D'où l'intérêt de l'hybridation avec des unités, puisque quand on arrive à mixer des gens d'actifs et des réservistes, ça permet une montée en puissance et en compétences plus facile par capillarité, comme le disait le colonel Leduc tout à l'heure. Et les régiments font également des périodes bloquées estivales ou pendant les vacances scolaires de 10-15 jours. Là, vous avez par exemple un exercice qui regroupe 800 réservistes pendant 10 jours, mais il y a toute une montée en puissance qui a pu se faire généralement pendant les week-ends ou les vacances scolaires. Le 35 jours de moyenne, c'est une moyenne. Donc vous avez des réservistes qui font 10 jours parce qu'on a besoin que 10 jours ou qu'ils ne sont disponibles que 10 jours, et vous en avez qui font 60-90 jours également. Juste pour poursuivre là-dessus, comment est-ce que vous... Parce que, en fait, ces réservistes, vous parliez de convocation, mais il y a un certain nombre de personnels qui ne sont disponibles qu'à certaines périodes, sur quelques jours, 2, 3, 4 jours, des choses comme ça. J'ai vu ça au deuxième RIMA, il me semble.
Ça doit être un casse-tête, un sudoku absolument incroyable d'organiser ça pour avoir des unités constituées, même si ce sont comment dire, en fait les personnels sont à temps partiel, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que vous organisez ça? Ça doit être un casse-tête pas possible, non? Effectivement, c'est compliqué, d'où deux actions. Déjà, l'anticipation. Prévoir une activité d'une unité de réserve, ça se fait longtemps à l'avance pour prévenir nos réservistes. Et deuxième action, le dialogue. On recense les disponibilités de chacun et on essaie de voir le moment le plus favorable qui, généralement, tourne, comme je vous le disais, autour des week-ends et des vacances scolaires. Merci. Je crois qu'on a des questions en audio. Mon général, mon colonel, nous avons une question en audio de Madame Aude Leroy qui souhaite avoir des éléments donc, sur le recrutement des femmes donc, dans la réserve. Avez-vous une communication spéciale en direction des femmes ou pas du tout? Nous n'avons pas de communication spéciale sur les femmes. La réserve est ouverte à tous les Français de 17 jusqu'à 72 ans, donc Français et Françaises, qui vont au cœur de s'engager et de venir offrir aux armées leur temps ou leurs compétences. On a beaucoup d'exemples de personnel féminin qui viennent offrir leur envie de s'engager. Moi, j'ai en tête un maréchal des logis d'un régiment parachutiste du sud de la France qui est chef de groupe de réservistes en ayant un métier très prenant dans le civil, ou des experts sur des niches vraiment particulières, notamment dans tout ce qui est influence et sciences cognitives. Donc, elles viennent vraiment nous apporter leurs compétences. Ce qui veut dire qu'on prend les personnes qui veulent servir avec leurs compétences et avec leur envie. Autre question en audio? Mon général, mon colonel, nous avons une question de Jean-François Hérault pour Gomet Média. Les réservistes sont-ils totalement bénévoles ou bénéficient-ils d'une rémunération? Si oui, laquelle, ou des avantages particuliers peut-être? Bien, les réservistes opérationnels sont des militaires, certes, vous le disiez, à temps partiel, mais donc ils sont rémunérés sur la base d'une solde de base d'un militaire. Hein. Un militaire durant, le taux journalier est à peu près de 48 €, complété après par des primes, et après, en fonction de leur activité, de leur situation de famille, ça peut monter plus haut, mais c'est la solde de base est comme un engagé volontaire de l'armée de terre à hauteur de 48 € quotidiennement. Et donc, ils sont payés au jour d'activité. D'accord. Question pour Pierre-Julien. Vous dites militaire de base, mais si vous êtes réserviste avec un grade? Eh ben, vous avez la solde de base du grade correspondant. D'accord. Au prorata du jour d'activité. D'accord. En audio, je crois qu'on a encore une question. Oui, mon général, mon colonel, nous avons une question de Madame Aude Leroy qui souhaite en savoir davantage sur l'origine des jeunes qui s'engagent en qualité de réservistes. D'où viennent-ils? On a beaucoup d'étudiants. Je l'avais, mais je ne l'ai pas là nécessairement. La répartition par zone géographique, qu'on pourra vous communiquer plus tard. On a énormément d'étudiants qui soit veulent venir servir, et pour cela, la réserve opérationnelle contribue à répondre à cette envie de servir. Ils veulent s'engager, ça leur permet également de compléter. Ça peut être un job étudiant que de venir faire des activités de réserve le week-end pour compléter leur revenu pour leur vie étudiante. Bien. D'autres questions dans la salle? Oui, pour rebondir sur la question d'Aude, aussi, qu'en est-il de la répartition géographique? Est-ce que les réservistes sont en général tous affectés à des unités qui sont dans leur zone géographique d'habitat, ce qui devrait pouvoir constituer aussi
un véritable plus, puisqu'ils connaissent le terrain, pour une certaine manière, s'il s'agit de sécuriser un territoire. Ou alors, est-ce qu'on peut envoyer des gens, je sais pas quoi, à Toulon, alors qu'ils habitent à Maison-Alfort? Comment ça se passe? Bon, tout d'abord, un réserviste, c'est un volontaire. Donc, il s'engage là où il souhaite s'engager. S'il arrive à avoir une unité, s'il veut s'engager dans une unité qui correspond à son souhait et qui se situe à proximité de chez lui, à la limite, tant mieux. Mais après, si il est parisien ou du nord de la France et qu'il veut s'engager dans pour des raisons d'esprit de corps ou d'emploi dans les unités de l'infanterie de montagne, par exemple, eh ben, il s'engagera dans une unité de la BIM s'il en a envie. Après, la connaissance du terrain, c'est un sujet. Notre objectif, c'est au maximum de faciliter ce lien local, et ça fonctionne souvent comme ça, parce que le recrutement de la réserve, c'est finalement souvent du bouche à oreille local. Donc ça arrive on arrive à répondre à cette question comme cela, mais après, comme je vous le disais, c'est le volontariat en fonction des envies des individus et du stationnement de nos unités sur le territoire national. Vous avez plus d'unités dans le nord-est de la France que dans le Finistère, par exemple, pour l'armée de terre. Donc, nécessairement, il faut arriver à répondre, à faire coïncider ce volontariat et la disposition de nos unités. La connaissance du territoire national, eh bien, on essaie de la développer, si possible, par un recrutement local quand cela est possible, et ensuite par des activités comme celui de la 4e BAC ou celle de la 9e BIMA dans des régions identifiées où la présence d'unités militaires est moindre. Eh bien, je remercie nos deux intervenants pour cette présentation très claire et très complète. Et nous passons maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. Merci mon général, bonjour à tous et à toutes, et nous allons débuter ce tour d'horizon des opérations avec un éclairage sur l'Europe, où les troupes françaises renforcent la posture défensive sur le flanc Est en appui de ses partenaires de l'OTAN. Alors tout d'abord en Estonie, les bataillons multinationaux de l'OTAN estoniens et lettons sont réunis autour de l'exercice Bold Panzer, qui est mené au niveau brigade. Donc, dans un scénario qui mêle à la fois des actions offensives et défensives, le sous-groupement tactique interarmes français appuie le Royal Tank Regiment face à une force qui est composée d'un bataillon estonien, de la compagnie d'infanterie légère française, d'une compagnie polonaise et d'une section slovène du bataillon multinational en Lettonie. Plus au sud, maintenant en Roumanie, les forces alliées composant le bataillon multinational de l'OTAN poursuivent leur entraînement conjoint. Cette semaine a eu lieu un entraînement de Close Air Support qui réunissait des détachements d'appui au sol français et italiens venus du bataillon multinational de l'OTAN en Bulgarie. Ces militaires ont réalisé des entraînements au guidage des pilotes de F-16 et d'hélicoptères Puma roumains. L'ensemble de ces exercices reflète le haut niveau d'interopérabilité des forces de l'Alliance. Toujours en Roumanie, je vais évoquer maintenant l'exercice à venir d'Asian Fall et sa préparation. Donc, lors du sommet de Madrid en 2022, les Alliés sont engagés à projeter leurs forces afin de passer du niveau bataillon au niveau brigade. Les armées françaises contribuent ainsi à cet engagement, à la fois en tant que nation cadre en Roumanie, mais aussi en tant que nation contributrice en Estonie. Cet engagement a été atteint à travers l'opération interalliée qui s'appelle Brigade Expansion. L'Alliance a ainsi acheminé en Roumanie du matériel et des troupes en vue du passage au niveau brigade. Cette opération a permis de transformer le bataillon multinational en Roumanie vers une brigade. Cette dernière participera donc à l'exercice d'Asian Fall à compter du 27 octobre. La France confirme ainsi sa capacité à projeter rapidement un dispositif militaire conséquent dans le cadre de l'OTAN pour appuyer la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur son flanc Est. On passe maintenant en Pologne, où en parallèle de la contribution française aux formations des forces armées ukrainiennes, les armées françaises ont participé à l'exercice de l'OTAN Gallant Beaver 2025. Cet exercice a permis aux éléments du génie français de mettre en œuvre des savoir-faire en matière de franchissement au profit d'une division blindée polonaise. L'interopérabilité entre les alliés constitue un gage de la crédibilité de l'OTAN en permettant une action commune
fluide et intégrée, elle renforce la stabilité du flanc Est et la posture dissuasive de l'Alliance. On se dirige maintenant vers la mer Baltique, où un patrouilleur de service public intégré au groupe maritime permanent de l'OTAN contribue à l'activité de vigilance Baltic Sentry. Donc, aux côtés des alliés allemands, américains, néerlandais et suédois, ce patrouilleur de service public contribue à la surveillance des infrastructures sous-marines stratégiques et au signalement de toute activité ou navire suspect dans cette zone d'intérêt. Du côté de l'Espagne, maintenant, à Lanzarote, un avion MRTT de l'armée de l'air et de l'espace participe à l'exercice European Air-to-Air Refueling, qui est aux côtés d'avions italiens, espagnols, canadiens et d'un MRTT de l'unité nationale MRTT. L'exercice permet d'effectuer des ravitaillements en vol en formation mixte dans le cadre de scénarios complexes tels que la protection et l'attaque d'actifs à haute valeur. Cet exercice illustre une coopération concrète entre alliés et leur capacité à s'engager durablement sur des missions aériennes. Au large du Portugal maintenant, donc dans la nuit du 17 au 18 octobre, une frégate légère furtive de la Marine nationale est intervenue sur une embarcation suspectée de transporter des produits stupéfiants. En raison du refus d'obtempérer du capitaine, l'équipe a dû neutraliser le moteur après autorisation du préfet maritime pour immobiliser le Go Fast. Une équipe de visite a ensuite procédé au contrôle de la cargaison de l'embarcation, confirmant ainsi la présence de stupéfiants. Au total, ce sont 2373 kg de cocaïne d'une valeur marchande estimée à plus de 128 millions d'euros qui ont été saisis à bord du navire. La parfaite coopération entre les différents acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants a permis d'obtenir cette nouvelle saisie. On passe au Proche et au Moyen-Orient où les armées françaises maintiennent une posture souple et réactive en soutien aux efforts de stabilisation de la région. Au Liban, la France continue d'appuyer les forces armées libanaises pour le maintien de la paix et de la stabilité du pays. Depuis le 14 octobre, la Force Commander Reserve, la FCR, conduit des patrouilles le long de la Blue Line à proximité de la commune d'Aïtaroun, au sud Liban. En assurant une présence visible et rassurante, la FCR contribue au retour des populations dans cette région. En parallèle, un détachement de partenariat militaire opérationnel a débuté la formation d'une section d'infanterie des FAL à Salier, formation qui s'est concentrée sur les savoir-faire dans le domaine du combat en milieu ouvert. Par ailleurs, l'instruction de la 5e brigade mobile se poursuit sur le thème du combat en zone urbaine de niveau équipe et sur la transmission des savoir-faire élémentaires de secourisme au combat aux côtés de nos partenaires chypriotes. À Tripoli, la formation de reconnaissance s'est poursuivie avec des exercices défensifs et du combat débarqué en terrain libre. On passe maintenant à la zone Irak, où les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont pris part à l'entraînement des systèmes de défense solaire français. L'objectif de cet exercice est de gagner en efficacité dans la lutte anti-drone. Ces sorties aériennes ont également permis l'entraînement des contrôleurs de défense aérienne irakiens dans ce qu'on appelle du Partner Nation Integration. En parallèle, les Rafales ont escorté des convois terrestres et assuré des missions de défense aérienne au profit des emprises de la coalition. On passe à la mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, où une frégate multimission a escorté 2 navires marchands dans le cadre de la mission Aspides. L'hélicoptère embarqué Caïman a été déployé afin d'étendre la capacité de détection. Et cette présence a garanti la protection des bâtiments contre les menaces potentielles pesant sur le trafic maritime. Et il témoigne de l'engagement français pour la sûreté maritime et la liberté de navigation de Suez à Ormuz. Par ailleurs, dans le cadre de la mission Aspides, un Atlantique II est intervenu en réponse à un incendie sur le cargo camerounais DG Falcon, qui a été déclenché par une explosion accidentelle. En coopération avec les partenaires de la zone, l'appareil a contribué à l'évaluation de la situation et à la coordination des secours. On continue ce point en Afrique, où les armées françaises poursuivent les activités de partenariat militaire opérationnel en réponse aux sollicitations des partenaires. Alors, dans le golfe de Guinée, un porte-hélicoptère amphibie contribue à l'opération Corimbe de lutte contre les trafics illicites et la piraterie dans la région. Dans le cadre d'une escale opérationnelle en République du Congo, les marins français et congolais ont réalisé une série d'exercices de sécurité de visite et de plongée. Parallèlement à cela, du 15 au 18 octobre, le groupement tactique embarqué a conduit un exercice d'envergure avec les forces terrestres congolaises au centre d'instruction de Makola.
Des entraînements au tir, au combat et à l'emploi de drones ont mobilisé une trentaine de véhicules tactiques et plus de 100 militaires français. Ces activités ont illustré la solidité du partenariat opérationnel franco-congolais. Et le 20 octobre, donc, des fusiliers marins français et congolais embarqués sur le PHA ont réalisé un exercice de reprise de vive force d'un bâtiment civil avant de reprendre leur patrouille dans le golfe de Guinée en direction de Libreville. On se tourne à présent vers l'Indo-Pacifique où les forces armées françaises mettent en œuvre des dispositifs pour promouvoir la coopération régionale et lutter contre les trafics illicites. Du côté du Japon, à la suite d'une escale à Yokosuka, une frégate de surveillance a participé à l'exercice Annualex 25, un entraînement militaire annuel majeur organisé conjointement par les forces d'autodéfense japonaises et la marine américaine. Cet exercice qui rassemble 6 nations partenaires vise à renforcer l'interopérabilité des marines et à consolider la coopération face aux enjeux sécuritaires dans la région. Au cours de l'exercice, l'hélicoptère français a réalisé des manœuvres aéroportées entre la frégate de surveillance et le bâtiment japonais Teruzuki. Les 2 marines se sont également entraînées au boarding et à la visite de bâtiments. La participation d'un bâtiment français à cet exercice est une première et témoigne de l'approfondissement des liens entre la France et le Japon. Ce partenariat renforcé s'inscrit dans une dynamique de confiance mutuelle et d'échanges techniques, marquant notre engagement durable dans la zone. En parallèle, cette semaine, le Falcon 50 des Forces armées en Polynésie française a débuté des vols opérationnels dans le cadre de la mission Enforcement Coordination Cell, destinée à veiller au respect de l'embargo des Nations Unies à l'encontre de la Corée du Nord. Déployé depuis la base de Futenma, sur l'île d'Okinawa, l'appareil effectue des missions de surveillance aérienne pour détecter d'éventuelles activités suspectes et prévenir les manœuvres d'approvisionnement illicite entre navires marchands et navires nord-coréens. Ce déploiement témoigne une nouvelle fois de l'engagement français en faveur du droit international et de la sécurité maritime dans la zone Pacifique. Et on conclut ce tour des opérations en Guyane, où des patrouilles en forêt sont menées conjointement par les forces armées guyanaises et les forces de sécurité intérieure depuis plusieurs postes avancés. Le 17 octobre, les sapeurs des forces armées en Guyane ont procédé à la destruction par explosifs de 4 puits utilisés pour leur paillage illégal. En mer, les vols de surveillance maritime ont permis de verbaliser plus de 30 navires en infraction pour pêche illicite, renforçant ainsi la lutte contre les activités illégales en zone maritime. Et par ailleurs, un aviateur français participe activement à l'opération colombienne Zeus Arcano, visant à intercepter les trafics illicites. Et dans ce cadre, le 17 octobre, un avion Cessna des forces armées colombiennes a pu effectuer un ravitaillement sur la base aérienne 367 de Guyane. Ceci conclut mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour mon colonel, je voudrais revenir sur cette interception d'un bateau Go Fast. Alors première question, d'où venait-il? Est-ce qu'on le sait? J'imagine qu'il n'a pas traversé l'Atlantique, il n'y a pas forcément de quoi faire. Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu sur les procédures en fait, d'immobilisation de ce bateau? Je pense comprendre que vous procédez de façon assez différente de l'armée de l'air américaine qui tire directement sur le bateau, fait tout exploser, etc. On en est au 8e. Là, vous avez réussi à l'immobiliser, j'imagine par une opération cinétique, mais j'en suis pas sûr, vous pouvez me le dire. Est-ce que des personnes à bord ont été arrêtées, ont été blessées? Est-ce que voilà, quel est aussi le résultat de cette opération? Puis j'aurai une autre question après sur Dash and Fall. Très bien, merci pour cette question. Donc, d'où venait-il? Ça, c'est à l'enquête de le déterminer. Et donc, l'enquête est en cours et ça ne sera pas à moi de vous le dire, mais plutôt au procureur qui est en charge de ceci. Alors, les procédures d'immobilisation, pour ce qui est de faire un commentaire ou un jugement de valeur sur ce que font nos alliés, je ne le ferai pas. Je vais vous dire ce qu'on fait nous, effectivement. Donc, là, comme vous avez pu le voir sur les images, donc il s'agit d'une procédure où effectivement donc c'est sur autorisation, c'est une règle d'engagement particulière
où c'est un tireur de haute précision qui a les compétences pour pouvoir immobiliser le navire, c'est ce que vous voyez dans les images, en allant ficher une balle dans les moteurs. Donc c'est une procédure à laquelle ces commandos sont largement entraînés, et qui est réalisé pas uniquement au large de l'Espagne, mais c'est réalisé c'est généralement plutôt sur les go-fast, effectivement, et c'est une procédure qui est je veux dire, habituelle. Y a-t-il eu des blessés? Donc je vous rassure, il n'y a pas de blessés dans cette affaire, et donc c'est bien une grosse saisie de drogue, et donc on peut surtout se féliciter de ce niveau de compétence au sein de nos armées et de la Marine nationale. Ah oui, bien sûr, les personnes ont été ensuite elles ont été récupérées dans le bâtiment de la Marine, et elles ont été ensuite livrées aux autorités espagnoles. Combien de personnes? Je vous invite à vous adresser aux autorités espagnoles pour cette question. Bonjour, Hussein Knaber, la chaîne Al Arabiya. Vous avez évoqué la situation au Liban. L'accord de cessez-le-feu a été négocié et conclu par la France et les États-Unis, mais les violations israéliennes sont quasi quotidiennes. Il y a quelques jours, 5 civils libanais ont été tués, dont 3 enfants, par un drone israélien. La France fait partie du mécanisme de cessez-le-feu au Liban. La France est un pays contributeur de la FINUL depuis 1978. Quel rôle les troupes françaises pourraient-elles jouer aujourd'hui pour que ces violations s'arrêtent? Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, vous le rappelez. Donc la France est sur place à 2 titres. D'abord, effectivement, au niveau de la FCR, la FINUL depuis 1978, et aussi dans le cadre du mécanisme de cessation, enfin en tout cas de vérification de cessation des hostilités. Ces mécanismes-là n'ont pas vocation à être une force d'interposition. Et donc, ils sont là pour faire respecter la résolution 1701 et donc faire connaître, en tout cas aux instances internationales, cette violation. La France appuie également les FAL. Vous savez qu'à horizon de la fin 2026, la FINUL a vocation à se retirer. Donc le I, c'est pour intérimaire. Et donc, le rôle aujourd'hui que joue la France, c'est surtout d'appuyer la montée en puissance des forces armées libanaises, et elle s'y emploie tous les jours, et je le souligne ici de façon hebdomadaire sur l'appui que les troupes françaises font aux forces armées libanaises dans un nombre de domaines assez considérable pour justement leur permettre de prendre le relais une fois que la FINUL aura quitté le terrain. 2 petites questions. Une question simplement par rapport à mon confrère qui parlait justement de l'interception du go-fast, tireur donc de haute précision. Est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi, c'est à la 12-7 ou éventuellement un autre calibre? Et puis l'autre question, c'est, on a appris ce matin ou hier soir que les nouvelles autorités de Damas avaient lancé une offensive qui encerclait des djihadistes, notamment des Français. Est-ce qu'éventuellement une aide a été demandée à nos appareils basés justement sur la fameuse base aérienne projetée au Levant? Alors, pour ce qui est du matériel utilisé, je n'irai pas dans ce niveau de détail pour l'interception du go-fast. Et s'agissant de votre seconde question, je reviendrai vers vous. Je n'ai pas la réponse. Alors, je voulais revenir aussi sur le Dash and Fall et puis la montée en puissance de la brigade sur le flanc Est. Je crois savoir que 2600 hommes ont fait le trajet pour venir renforcer le bataillon qui était déjà sur place. 2600 personnels avec leur matériel, et il y avait du matériel lourd, avec des chemins d'acheminement qui étaient relativement complexes, par terre, par mer, par air.
Je me demandais combien de temps est-ce qu'on a mis effectivement pour passer on va dire d'un dispositif régimentaire à un dispositif brigade avant le déclenchement de ce dash and fall. Et après, une autre petite question technique, j'ai cru remarquer qu'un certain nombre de matériel français lourd avait été débarqué à Alexandroupolis en Grèce et donc avait après été remonté au travers de la Bulgarie, de la Roumanie. Est-ce que ça a été fait pour des raisons logistiques classiques ou est-ce que ça a été fait parce qu'on n'a pas pu prendre les détroits et décharger le matériel à Constanza ou à Varna, qui est effectivement beaucoup plus proche, mais en mer Noire, mais ce qui suppose effectivement de traverser les détroits où la Turquie, par ailleurs membre de l'OTAN, interdit en fait tout transit militaire. Merci pour toutes ces questions, elles sont nombreuses, très pertinentes. Alors, donc effectivement, le volume de PAX qui a été mis en place, c'est une question qui est assez récurrente. En fait, il faut se rendre compte que ce qui était envoyé sur place, c'est une force qui est dimensionnée pour les plans de défense de l'OTAN. C'est-à-dire que les plans de défense de l'OTAN, un premier étage, c'est la défense du pays lui-même, et ensuite la défense collective assurée par l'OTAN. Donc ces plans sont bien évidemment confidentiels. Et nous, le rôle de la France, qui est nation cadre, c'est d'avoir à la fois une partie de commandement, une partie de soutien de la force. Et donc on apporte des éléments qui permettent d'être à l'échelon brigade. Et c'est ce qu'on appelle cette fameuse brigade bonne de guerre. Donc le chiffre exact de cette brigade, je ne vous le donnerai pas, mais on est dans une classe à peu près 3000 personnes. D'accord ? Il ne faut pas essayer de calquer ça ou de comparer ça à une brigade en France. Donc, j'ai vu dans des écrits une comparaison avec la 7e brigade blindée. En fait, ce n'est pas l'objet. On fait du sur-mesure par rapport au plan de défense de l'OTAN. Le temps mis pour ce dispositif, donc effectivement, on est sur un déploiement de très grande envergure. On traverse la totalité de l'Europe. Ça a été expliqué ici par le général Féola pendant un point presse, le patron du CSOA. Et en fait, on teste un certain nombre de sillons. Donc en fait, pendant cet exercice, on est là surtout pour vérifier que ça fonctionne, que ce qu'on a planifié marche. Donc on est là pour vérifier essentiellement ce qu'on appelle des ruptures de charge. C'est ce que vous avez évoqué quand on passe du bateau quand on passe d'un segment maritime à un segment terrestre. Pourquoi on est passé par un certain endroit ? Parce qu'en fait, on planifie le cas qui peut nous être le plus défavorable au moment où il faut s'engager. Et donc, on va dire, on s'entraîne au mauvais temps pour que le jour J, on soit le mieux armé. Le temps mis, donc en fait, tout dépend à partir de quand vous prenez le top chrono. Parce que en fait, cette planification, elle est très très lourde. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps amont qui a été considérable. C'est de l'ordre de 11 trains, c'est je crois 15 convois terrestres, c'est 5 avions de transport stratégique, c'est un bâtiment maritime effectivement. Et c'est une prouesse qui a été faite aux alentours de 3 semaines. C'est 3 semaines intenses qui ont été vécues par nos logisticiens pour mettre tout ça en œuvre. Je crois avoir fait le tour de toutes vos questions. D'autres questions en salle ? En audio ? Bien, s'il n'y a plus de questions, eh bien, ceci clôt notre point de presse hebdomadaire. La semaine prochaine, il n'y aura pas de point de presse, et donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci à tous.